Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Micheng Pech et je suis la directrice éducation de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Et depuis le début du confinement, nous vous proposons tous les jours un live à 10h10 pour vous partager quelques astuces sur la façon de continuer à apprendre, à créer, à explorer, y compris en période de confinement. Et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Ghislaine Hudson. Ghislaine Hudson, qui est proviseur honoraire en France et aux États-Unis et qui est aussi médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour l'Académie de Paris. Bonjour Ghislaine. Bonjour tout le monde. Alors malheureusement, des soucis techniques nous empêchent de voir Ghislaine, mais nous l'entendons, ce qui est le plus important, puisqu'elle va aujourd'hui nous partager des conseils sur la façon de continuer à apprendre malgré la fermeture des écoles. Si vous le voulez bien, nous allons démarrer la session d'aujourd'hui avec une question assez générale pour Ghislaine. Ghislaine, c'est une période très particulière pour les 12 millions d'enfants et de jeunes qui sont scolarisés en France et les 800 000 élèves du primaire et du secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je sais que tu as beaucoup échangé ces derniers jours avec des enseignants et des chefs d'établissement de ton entourage. Que peux-tu nous dire de la situation ? Alors, tout d'abord, j'espère que nous ne serons pas coupés et si je le suis, eh bien, je me reconnecterai. Donc, voilà, j'espère que ça sera le moins haché possible. Effectivement, j'ai échangé avec pas mal de collègues et en France, hein, je dois dire. Mon expérience est française, mais en même temps, je pense qu'elle est universelle. Donc, je vais parler un peu de la façon dont les établissements et les familles, d'après leur retour, arrivent à gérer cette période difficile et qui va, comme on le sait, probablement se prolonger. Alors d'abord, je peux dire que dans l'ensemble, les établissements scolaires sont extrêmement mobilisés. Ils sont mobilisés pour trouver les moyens de communiquer avec les familles, de continuer à faire avancer les élèves. Et ils sont mobilisés, mais bien sûr, les familles le sont aussi, je dirais, chacun dans son rôle. Alors, je vais distinguer une palette de situations dans lesquelles les familles se reconnaîtront sans doute. Donc, on va partir des établissements. Il y a des établissements qui déjà utilisaient beaucoup l'outil Internet, avec Pronote, avec l'ENT, l'environnement numérique du travail. Et pour ces établissements, les choses, si je peux dire, sont facilitées puisque les familles ont déjà des habitudes. Ensuite, le second point, c'est les familles qui ont ou qui n'ont pas un matériel informatique. Et ça, c'est vraiment effectivement une fracture importante parce que même si elles ont un ordinateur, il doit être partagé par beaucoup de personnes et certaines familles n'en ont pas du tout. Donc, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les parcours scolaires qui nécessitent des manipulations. On va en reparler tout à l'heure, mais je pense à l'enseignement professionnel, bien sûr, industriel en particulier, mais aussi aux sciences. Disons que ce sont des difficultés supplémentaires que les enseignants doivent gérer et les élèves. Enfin, il y a la catégorie de ceux qui vivent dans des conditions d'enfermement, une pièce de difficultés, et la dernière catégorie, je ne sais pas si j'ai été exhaustive, mais ce sont les enfants des soignants pour lesquels, là, les horaires sont compliqués. Donc, on peut craindre pour les plus fragiles, et j'en tire la conclusion, et chacun peut la tirer, qu'il faut vraiment aider les plus fragiles et mutualiser les connaissances et les compétences. Dans les familles, les plus grands aident les plus jeunes, mais aussi on peut donner des cours à ses voisins, à ceux dont on sait qu'ils n'ont pas la chance d'avoir de l'aide chez eux, via FaceTime, WhatsApp. Je dois dire que moi-même, j'ai été beaucoup sollicitée pour l'anglais. Je corresponds comme ça avec toute une série de petits jeunes et c'est bien sympathique. Voilà. Donc, c'est un peu le tableau que l'on peut dresser à l'heure actuelle, mais j'insiste sur la mobilisation de la grande masse des enseignants
et des établissements. Bien sûr, merci beaucoup Mylène pour ce tableau qui effectivement, je pense, reflète la situation aussi bien en France qu'en Belgique, par exemple aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui, en termes de ressources, va être très centré sur des ressources plutôt du ministère de l'Éducation nationale français. Mais je pense qu'en effet, tu as raison quand tu dis que l'expérience, les conseils méthodologiques s'appliquent aussi bien sur le contexte français que sur d'autres contextes de confinement. Guylaine, dis-moi, j'ai l'impression que la question de l'organisation de la journée constitue un enjeu primordial. Le fait d'avoir un emploi du temps pour les élèves qui permet de rythmer la journée et aux parents de l'organiser semble très important. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, cette organisation de la journée est d'autant plus importante que le public est plus fragile. On remarque très nettement que les établissements qui ont pris en charge cette organisation, qui ont réalisé un emploi du temps, qui peuvent suivre les élèves ainsi, sont ceux qui sont le plus performants par rapport à la prise en charge des enfants. Ça donne des repères aux enseignants, aux parents et aux enfants. Il y a eu énormément de créativité dans la mise en place de ces emplois du temps. Ce qu'il faut dire, c'est que les premiers jours, beaucoup de professeurs ont été débordés. Ils ont été débordés parce que les élèves leur ont envoyé des retours à n'importe quelle heure de la journée et même de la nuit parfois. Le fait que les établissements, peu à peu, remettent en place un emploi du temps où chacun a son temps, sa place, sa période de communication, etc., va beaucoup aider les choses. Alors, à ce sujet, je voudrais dire aux familles qui nous écoutent qu'il faut être patient. Ce genre d'organisation n'est pas naturelle, n'est pas nécessairement facile. Elle demande aussi de la part des établissements de beaucoup se coordonner, mais ça viendra. Les outils sont nombreux et ça viendra. Voilà, ça viendra. En même temps, c'est quelque chose que les parents peuvent demander. Ils peuvent demander à ce qu'il puisse y avoir une organisation plus stricte qui leur donne des repères. Voilà. Absolument. Justement, quand tu m'as parlé hier, quand on préparait ce live, de certains établissements qui ont mis en place un suivi de leurs élèves. Qu'est-ce que cela apporte, à ton avis? Alors, ce que cela apporte, c'est un peu, j'emploie une image, c'est un petit peu le Big Brother de l'enseignement à distance. Parce que les établissements qui ont mis en place, soit via ils ont créé une adresse mail spécifique pour les retours des devoirs ou voilà, soit par des appels téléphoniques pour les publics fragiles et autres, les établissements suivent les retours des élèves. Ils suivent aussi leur connexion pour écouter les cours, les prendre en charge. Donc, c'est vraiment très, très important parce que le lien ne se rompt pas. Il ne faut pas rompre ce lien. En fait, on pourrait distinguer deux choses. Les enseignants, c'est leur métier, continuent d'enseigner. Et les parents sont maîtres du temps. Ils ont un rôle vraiment important. Ils doivent lever leurs enfants à l'heure, je crois que ça a été abordé, les aider à organiser leur emploi du temps, à remettre leurs devoirs à temps. Ce sont les maîtres du temps. Mais pour cela, il faut qu'ils soient eux-mêmes en connexion avec l'établissement. Il faut que l'établissement puisse vérifier que tout est fait en temps et en heure. Donc, c'est tout à fait indispensable. Ce lien est indispensable et les parents ne doivent pas hésiter à prendre contact avec l'établissement si les horaires ne conviennent pas, s'ils sont perdus, s'ils ne comprennent pas. Surtout, créons ce lien. Merci Mylène. Effectivement, ce que tu dis, c'est que les parents ne doivent pas hésiter à contacter leur établissement et à demander de l'aide, du conseil, la mise en place de certains dispositifs. Quel est le rôle des associations de parents d'élèves, notamment durant cette période de confinement, Guylaine? Alors,
les associations de parents d'élèves sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont la voix de parents qui peut-être ont plus de difficultés à exprimer leurs difficultés. Donc, elles vont, et c'est aussi les associations de parents d'élèves fonctionnent de façon un peu collective, c'est-à-dire que c'est non seulement l'addition des difficultés de chaque parent, mais en plus la vision globale de l'établissement. Donc, elles doivent jouer leur rôle, elles doivent demander une structuration, elles doivent demander une organisation et elles doivent surtout être à l'écoute des difficultés des familles. Je pense que jamais la coopération parents-professeurs n'a été aussi importante. Et parents individuels, mais parents organisés. Et au fond, comme on le sait, c'est basé sur l'écoute, le respect mutuel, la confiance, et que peut-être d'autres rapports émergeront de la crise que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, lançons les associations de parents à être les relais des familles vis-à-vis de l'école. Et tout cela avec bienveillance, bien sûr, parce que ça demande des efforts pour tout le monde. Bien sûr, et c'est ce que tu rappelais en début de live, c'est extrêmement important de renforcer cette communication entre les parents et les établissements, et puis de laisser le temps que les choses se mettent en place, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont passé justement la semaine à organiser l'agenda de tous les élèves. Bien sûr. Guylaine, qu'est-ce que tu peux nous dire des outils, des ressources qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale pour assurer la continuité pédagogique? J'imagine que la situation est plus simple lorsqu'il y avait déjà un usage des outils numériques en classe en amont de cette période de confinement. Alors, on ne manque pas d'outils. Ils fonctionnent plus ou moins bien, mais on ne manque pas du tout d'outils. Effectivement, lorsque l'environnement numérique de travail était très utilisé, ça a beaucoup facilité des choses. Le cahier de texte numérique, par exemple, qui est utilisé par presque tous les établissements maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, Guylaine? Alors, le cahier de texte numérique, c'est le cahier de texte sur lequel les enseignants écrivent le travail qu'ils donnent aux élèves. Donc, c'est maintenant vraiment rentré dans les mœurs. Je me souviens, le début de ma carrière, quand il n'en était pas question, les élèves écrivaient sur leur carnet, plus ou moins bien, chaque jour, ce qui posait problème, notamment pour les élèves qui avaient des difficultés, voilà, un handicap ou autre. Bon, maintenant, tout cela est fait sur un cahier de texte numérique où les enseignants marquent le travail à faire et donc les élèves y ont accès. Alors évidemment, ça facilite beaucoup la communication. Certains établissements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont créé une adresse spécifique pour recevoir et ventiler des programmes. Après, il y a des plateformes. Alors, je citerai bien sûr, puisque je suis sur une audience de Bibliothèques sans frontières, la Khan Academy, qui en sciences est une ressource remarquable pour les élèves de tout niveau et qui peuvent suivre des petites vidéos, des petits cours. Mais il y a aussi les cours du CNED, Centre national d'enseignement à distance, via une plateforme qui s'appelle Ma classe à la maison. Il y a aussi Zoom, il y a aussi WhatsApp, il y a aussi FaceTime, tout est utilisé. On ne manque pas d'outils, l'important c'est de les organiser et de les coordonner. Voilà. Et au fond, encore une fois, parce qu'il faudra sortir quelque chose de positif de cette période, on va peaufiner ces outils et on va les rendre plus accessibles à tous, à condition bien sûr que les familles aient à la maison un peu de quoi faire. Voilà. Bien sûr. Alors, tu citais un peu deux types d'outils. Je pense des outils qui sont vraiment des plateformes d'apprentissage, que ce soit Khan Academy ou Ma classe à la maison. Et tu citais aussi des outils qui sont des outils de la vie de tous les jours pour communiquer avec ses collègues, avec sa famille, etc. Zoom, WhatsApp, Oui. Skype. J'imagine que ces outils ont aussi beaucoup été mobilisés par les enseignants ces derniers jours lorsque les outils officiels ne fonctionnaient pas toujours. Si on peut parler d'un outil particulier, Ma classe à la maison, par exemple, quel est ton constat sur son utilisation
Et quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux parents et aux enseignants qui souhaitent l'utiliser? Je pense que c'est important parce qu'il est relié au Centre national d'éducation à distance. Je remarque dans la petite enquête que j'ai faite que les enseignants aiment utiliser leurs propres cours. C'est intéressant parce que ils utilisent ma classe à la maison, mais peut-être moins que leurs propres matériaux et leurs propres cours. Ce qui est normal puisqu'ils sont familiarisés et ils connaissent les réactions de leurs élèves vis-à-vis de ces cours. Mais les cours du CNED sont quand même extrêmement importants parce qu'ils sont gratuits dans cette période, comme la Khan Academy et les autres, la majorité des cours disponibles, et ils sont faits par des professionnels. Et ils peuvent permettre aussi de communiquer à plusieurs. Hier, j'ai eu toute une session de travail à partir de ma classe à la maison avec plusieurs interlocuteurs. Il se trouve que c'était des médiateurs de toute la France sur la situation, justement. Et donc, de ce point de vue, c'est tout à fait positif. Mais encore une fois, je remarque que les enseignants aiment utiliser leurs propres matériaux. Et c'est bien. Et c'est bien. Exactement, et ce qui permet aussi aux élèves de garder des repères et de créer une continuité entre ce qu'ils travaillaient en classe avant le confinement et cette période particulière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument. Et dis-moi, utiliser le numérique pour assurer cette continuité des apprentissages, c'est bien sûr formidable, mais les parents et les enfants peuvent se heurter parfois à des freins pratiques. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on ne dispose pas toujours à la maison de suffisamment d'ordinateurs pour connecter tous les enfants en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, Guylaine? Alors, les établissements scolaires maintenant connaissent à peu près leur population. Lorsqu'on est dans un milieu qui en général est connecté, mais avec une quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine d'élèves dont on sait qu'ils n'ont pas accès à Internet, à ce moment-là, les établissements utilisent des documents papier. Alors, il y a toute une logistique pour les faire, pour venir les chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, je ne sais pas pour la Belgique, et je m'en excuse, en France, les chefs d'établissement et leurs adjoints vivent dans les établissements scolaires, la majorité du temps. Donc, comme me disaient les personnes interrogées, ils descendent au bureau et ils constituent, avec ce que leur envoient les enseignants, des dossiers papier. Et ça, c'est pour les populations les plus fragiles et qui, en plus, ont besoin de l'écrit. Parce que on est très porté sur l'écrit en France encore. Et donc, ça peut être des repères pour les élèves. Alors, c'est un petit peu compliqué à organiser parce qu'il faut qu'ils... Alors, je crois qu'on a un petit souci de son. Nous avons perdu Guylaine, mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre à nouveau. Alors, effectivement, Guylaine nous parlait des alternatives. Ah, c'est bon, nous voilà à nouveau avec Guylaine. Nous t'avons perdu sur la fin. Oui. Alors, attends, je vais enlever la caméra parce qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Nous avons perdu sur le moment où tu nous parlais de la difficulté d'organisation. Voilà. Donc, ça demande de la créativité parce qu'il faut que les élèves viennent chercher les documents sans rencontrer personne ou à une distance raisonnable, etc. Mais c'est fait. Alors, ça, c'est le cas où il y a 30 à 40 élèves. Mais dans d'autres cas, c'est la majorité de la population qui n'est pas ou difficilement connectée. Et là, pour les établissements scolaires, c'est vraiment plus compliqué. Là, on passe par l'écrit parce qu'il le faut et les retours des élèves sont plus difficiles, bien sûr. Mais c'est pris en compte. Les chefs d'établissement et les enseignants connaissent leur public. Et c'est là où les petits outils de communication comme WhatsApp, comme FaceTime, etc. sont vraiment utiles pour secouer un peu les puces de ceux qui confonderaient vacances et confinement. Voilà. En tout cas, c'est un souci, c'est sûr.
Absolument. Et puis tu nous parlais aussi en amont du fait que parfois on a un ordinateur qui fonctionne bien, qu'on peut mettre à la disposition des enfants. Les parents sont souvent en télétravail aussi, ce qui fait que si on a plusieurs enfants, par exemple, tous ne peuvent pas accéder à l'ordinateur en même temps. Dans ce cas-là, quelles astuces tu aurais? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir peut-être un emploi du temps de la part de l'école permet aussi de mieux organiser cette journée? Qu'est-ce que tu en penses, Guylaine? Alors, nous avons à nouveau perdu Guylaine, mais je pense qu'elle va pouvoir se reconnecter très prochainement. Et effectivement, Guylaine me parle... Ah, Ça voilà, y est, tu es je là. suis revenue. Je Super. enlève ma caméra. Les Ça nous aléas... ça nous force à aller à l'essentiel, hein. Exactement. Alors, la caméra ne veut plus s'enlever, ça veut dire que ça va repartir. Je vais parler. C'est là où l'organisation, prise en charge par l'établissement et par les associations de parents d'élèves, quand elles peuvent contribuer, est indispensable. Parce que c'est sûr que quand on a plusieurs enfants, ce qui est quand même le cas de la majorité des familles, eh bien, il faut pouvoir faire travailler tel de telle heure à telle heure, tel, etc. Et que les parents ont aussi leur propre agenda. Donc, je crois que le maître mot, c'est l'organisation prise en charge par les établissements scolaires, et c'est quelque chose que les familles peuvent vraiment demander, si ça n'est pas fait. Mais ça se met en place de plus en plus. Il faut être un petit peu patient. Absolument. Alors, nous avons perdu... Voilà, Guylaine, tu es à nouveau là. Ok. Et dis-moi, hier, nous parlions dans le live avec une enseignante de la façon de rythmer la journée des enfants à la maison, des parents qui nous demandaient... Je vais me reconnecter. D'accord. Tu es toujours là, Guylaine, on t'entend et on te voit. Alors, je crois que nous avons perdu Guylaine, mais la revoilà peut-être tout simplement sans vidéo. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, merci beaucoup d'être sur la page Facebook de BSF. Vous avez rejoint le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières, où nous essayons de vous partager des astuces pour faire l'école à la maison, pour permettre à vos enfants de continuer à apprendre, à créer et à explorer, y compris en période de confinement. Nous avons la chance de recevoir tous les jours des professionnels qui nous partagent leurs conseils méthodologiques pour accompagner au mieux ses enfants à la maison. Et aujourd'hui, nous avons Guylaine Hudson, qui est proviseur honoraire en France et aux États-Unis et qui est à nouveau connectée. Voilà, je pense que sans caméra, effectivement, ce sera plus stable, même si nous n'avons pas la chance de voir Guylaine en direct. Voilà, me revoilà. Tu nous entends, Guylaine? Je vous entends, tout va bien. Parfait, parfait. Je te disais, hier, nous avons eu la chance de recevoir une professeure des écoles qui nous donnait des conseils sur la façon de rythmer la journée des enfants, y compris en période de confinement. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Ah, nous avons à nouveau perdu Guylaine. Ce sont les petits aléas et les freins techniques que vous devez rencontrer vous aussi, parents à la maison, sur cette période de confinement où il faut réussir à connecter tout le monde. Voilà, Guylaine, tu nous entends? Oui, j'entends. Parfait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents sur la façon de rythmer la journée des enfants? Est-ce qu'on doit faire école toute la journée, par exemple? Comment cela peut se passer? On est devant un cas de figure particulier parce qu'il faut à la fois faire du scolaire, il faut faire du ludique, il faut faire du sport, il faut faire de la... Tu m'entends? Oui, tu es revenu, ça a coupé légèrement. Il faut faire de l'affectif, donc il va falloir donner à chacune de ses compétences, si je peux dire. C'est reparti. Alors malheureusement, nous avons quelques soucis de connexion, mais effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier, Bénédicte Assonia, professeure des écoles à Bonnières-sur-Seine,
et enseignante en CM1 nous donnait quelques conseils, notamment en conseillant aux parents d'essayer de rythmer au maximum la journée des enfants avec des périodes de travail et des périodes plus ludiques, plus récréatives. Elle nous conseillait surtout, je pense, de nous rassurer en tant que parents et de ne pas nous mettre une pression indue sur le fait de devoir reproduire exactement l'école à la maison, mais simplement d'essayer de conserver un rythme qui permette aux enfants de retrouver des repères malgré ces périodes un petit peu particulières. Et surtout de ne pas oublier d'ajuster ces périodes de travail au quotidien, parce qu'effectivement, entre le télétravail des parents, les enfants qui ont des niveaux différents, peut-être certains qui passent des examens ou des concours, les rythmes ne sont pas tous les jours les mêmes. Te revoilà, Guylaine. Me revoilà, mais pas pour longtemps, je pense. On pourrait peut-être continuer par téléphone si... si ça ne marche pas, je te mettrai par téléphone, ouais. Est-ce que tu veux essayer d'enlever ta caméra pour essayer de préserver la connexion? Je ne parviens pas. Tu n'y arrives pas. Ah, ça y est, j'ai enlevé la caméra. Parfait. Voilà. Donc, on a remarqué, les chronobiologistes ont remarqué que c'est le matin que les enfants sont le plus réceptifs à tout ce qui est scolaire. Donc, il faut d'abord surtout les lever à l'heure. Ça, c'est très, très important. Et les coucher à l'heure, bien sûr. Bon, c'est plus compliqué avec les grands qui font un peu plus ce qu'ils veulent, c'est de tout temps. Mais ce rythme régulier est extrêmement important. Après, il faut donner à chaque enfant son temps, s'il doit utiliser les outils numériques, et réserver vraiment l'après-midi pour quelque chose de plus ludique. Alors, il y a des programmes, j'entendais ce matin France Info, la télévision publique, il y a des programmes qui sont à la fois ludiques et apprenants pour nos enfants. Ils peuvent sans doute être réservés l'après-midi. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette idée. J'entendais des professeurs de sport et des professeurs de musique qui disaient qu'ils donnaient des activités à faire en famille. En ce qui concernait la musique, c'était du chant, voilà. Et en ce qui concernait le sport, c'était des exercices à faire tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative et très certainement beaucoup d'enseignants vont s'en saisir. Et ça donne une activité à faire en famille. Encore une fois, ça fera peut-être partie des bénéfices que nous aurons. Mais surtout, structurer la journée en donnant à chacun son moment et son temps d'apprentissage et son temps de connexion. Absolument. Merci beaucoup, Guylaine, pour ces conseils. Peut-être revenir sur un point que tu mentionnais tout à l'heure. Tu disais il y a des contextes où assurer la continuité de l'apprentissage est peut-être plus difficile que dans d'autres. Qu'en est-il, par exemple, de l'enseignement professionnel? Alors, l'enseignement professionnel, je vais à nouveau être coupée, mais je commence. L'enseignement professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que il y a là aussi des cas de figure différents. D'abord, il y a l'enseignement industriel où quand même c'est voilà ce qu'on appelle hands-on, c'est-à-dire la manipulation est très importante. Il y a ceux qui devaient partir en stage et qui n'ont pas pu partir en stage. Il y a ceux qui sont en foyer. Il y a ceux qui sont dans parfois des configurations où c'est plus compliqué. Voilà, donc l'enseignement professionnel, c'est plus compliqué, mais je dirais que les professeurs le savent. Ils le savent et leur problème, c'est de motiver leurs élèves. Voilà, donc les motiver à répondre, les motiver. Par exemple, j'ai une enseignante qui m'a dit qu'elle avait donné tout un travail à faire sur le coronavirus. Elle est professeure d'histoire-géographie en enseignement professionnel, coronavirus dans le monde, travail, etc., statistiques, enfin, ça touche tous les domaines de son enseignement. Donc, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas énormément d'élèves qui ont répondu. Donc, à partir de là, son travail à elle consiste à les motiver
et à les faire répondre, voilà. Mais c'est vrai que c'est un cas particulier sur lequel il faut se pencher. Encore une fois, nous allons apprendre de cette expérience parce que il faut que ces jeunes puissent avancer dans leurs études. Absolument, merci beaucoup Guylaine. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires du live. Guylaine Hudson est proviseure honoraire en France et aux États-Unis et elle est aussi médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour l'Académie de Paris. Nous avons la chance d'avoir une professionnelle de l'éducation nationale. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, je les lui poserai en direct. Guylaine, dis-moi, est-ce que tu as aussi des conseils peut-être pour les élèves qui ont des examens à passer cette année, ceux qui ont le brevet ou le bac qui arrivent? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à travailler seuls avec leurs enseignants pour ne pas perdre le rythme? Alors, la difficulté de ces élèves, pour certains d'entre eux, c'est le gros point d'interrogation dans lequel nous sommes tous. Le bac va-t-il avoir lieu? Va-t-il avoir lieu à la même période? Le brevet, etc. Ça, c'est la difficulté. C'est difficile pour les élèves de se projeter. Ce que je peux leur dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, il y aura une évaluation de cette année. Les modalités ne sont pas arrêtées, bien sûr, nous ne savons pas, mais surtout, il ne faut pas qu'ils se démobilisent. Il faut qu'ils suivent ce que leur disent leurs enseignants. Les enseignants sont très mobilisés sur les classes à examen. Ils sont très mobilisés pour ne pas perdre leurs élèves, pour qu'il n'y ait pas voilà, pour que toutes les procédures ensuite de Parcoursup, d'affectation, en seconde, d'affectation, tout ça, c'est des procédures pour lesquelles les notes comptent. Donc, il faut que les élèves restent attachés à la valeur de leurs apprentissages et surtout qu'ils ne laissent pas le temps passer. On va leur donner un rythme, on va leur donner des cours, on va leur donner des contrôles. Il faut que tout ça soit fait en temps et en heure, je les en conjure. Et tu mentionnais Parcoursup, qui est donc cette plateforme sur laquelle on émet ses vœux d'orientation en France pour l'orientation scolaire dans l'enseignement supérieur. Pour l'instant, tout continue comme c'était prévu, n'est-ce pas? Tout continue comme c'était prévu. Voilà, le travail se fait à distance, mais rien n'est interrompu. Il faut que les procédures... Alors, ça coupe légèrement, mais je pense que Guylaine va se reconnecter. Effectivement, Guylaine me parlait hier de Parcoursup. Il y a un certain nombre d'incertitudes sur la façon dont voilà, Guylaine, te revoilà. Voilà. Ça a légèrement coupé. Ouais. Je vais enlever la caméra si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Donc, voilà. Tu m'entends? Oui, c'est parfait. D'accord. J'arrive pas à enlever la caméra, donc je suppose que ça va être coupé. Mais on continue. Donc, dans tous les événements graves qu'a vécu le pays, nous avons, voilà, la vie a continué. En 68, pour ceux qui s'en souviennent, le bac a eu lieu. Et les études supérieures se sont poursuivies. Je parle de la guerre, de l'après-guerre, voilà. Il faut que les choses continuent pour nos élèves et surtout qu'ils aient conscience que maintenant l'apprentissage tient sur leur responsabilité personnelle, sur l'aide des enseignants, mais sur leur responsabilité personnelle. C'est le moment de développer son autonomie et son désir d'apprendre. D'ailleurs, je suis sûre que je veux rester optimiste, que finalement l'école va manquer à nos élèves. À chaque retour de vacances, chacun fait un peu la tête, mais là, ça va leur manquer. Leurs enseignants vont leur manquer et leurs camarades vont leur manquer, bien sûr. Donc, ils auront encore plus d'enthousiasme pour les retrouver. Bien sûr, c'est aussi l'école, c'est aussi un moment effectivement de sociabilisation, un moment de rencontre et d'échange, alors avec les camarades comme avec ses enseignants. Et en cette période de confinement, je pense qu'on en a tous besoin. Il faut essayer de recréer des liens. Justement, une initiative assez intéressante
qui a lieu ce soir, c'est un peu partout en France la fête au balcon qui s'organise. Je crois que Justement, les chansons qui Exactement. ont été proposées par certains professeurs de musique, et j'espère qu'ils vont tous s'y mettre, elles peuvent être chantées le soir au balcon. C'est trop beau, et ce sont des moments dont on a besoin, qui rompent un peu l'isolement, et on peut se parler de balcon à balcon. Voilà. Il faut créer du collectif, il faut créer de l'entraide. Encore une fois, si vous avez des compétences dans tel ou tel domaine, partagez-les en espérant que vos moyens techniques sont meilleurs que les miens. Nous y sommes arrivés malgré tout. Et, voilà. Et c'est vrai qu'hier, on parlait par exemple du rôle des technologies dans cette période de confinement pour rester en lien avec ses proches. Et effectivement, si certains d'entre vous ont envie d'utiliser leurs compétences numériques pour aider peut-être les seniors de votre entourage à mieux se connecter, à rester en lien avec leur famille, n'hésitez pas à visiter le site de Bibliothèques sans frontières et notre bibliothèque des voyageurs du numérique, où vous retrouverez des idées de fiches d'activité, des idées de ressources à utiliser pour accompagner les personnes de votre entourage qui peut-être sont un peu moins à l'aise que vous sur les outils numériques. Nous avons perdu Guylaine, mais elle est en train de se reconnecter. Je vous propose de prendre ce temps pour lui poser les questions que vous souhaitez. Dès qu'elle sera reconnectée, je les lui transmettrai. Et par ailleurs, j'en profite pour vous donner à nouveau rendez-vous lundi à 10h10 pour une nouvelle session live du 10 sur 10 de BSF. Et comme je vous le disais hier, nous vous retrouverons aussi les mardis et les jeudis soirs à 17h30 avec des conférences sur les principaux sujets du baccalauréat et du brevet. Mardi prochain, nous parlerons découvertes scientifiques, dont certaines sont au programme du bac et du brevet. Et jeudi, nous parlerons philosophie pour les élèves de lycée qui passent le baccalauréat. Nous t'avons perdu quelques instants, Guylaine. Tu nous parlais de la nécessité d'entraide et de solidarité. Oui. Vraiment, je veux rester optimiste sur cette idée que nous sommes en train d'apprendre de nouvelles formes d'entraide et de solidarité, et qu'il faut être très attentif à ceux qui ont moins de chance que les autres. Les cours, les aides peuvent se faire non seulement au sein des familles, mais en plus au sein de ceux qui nous entourent. Donc voilà, j'appelle chacun à voir qui il peut aider dans son environnement, et puis surtout rester optimiste sur ce qu'on peut tirer de cette expérience. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Guylaine, pour ton intervention à nos côtés. Je pense que c'est un joli mot de la fin sur lequel rester. Continuons à être solidaires et à nous entraider. Et c'est aussi une période potentiellement un peu stressante pour les enfants, pour les adolescents, pour leurs parents. Donc c'est aussi important de prendre soin de soi, d'essayer de continuer à apprendre, à créer, à explorer, mais aussi de prendre soin les uns des autres. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Guylaine? Je crois que c'est le plus joli mot que tu as dit, prendre soin les uns des autres. Voilà. Et surtout, la confiance. Avoir confiance dans notre institution, avoir confiance dans nos enfants, dans le fait qu'ils pourront s'en sortir, qu'ils trouveront leur propre méthode, leur propre motivation. Avoir confiance en nos parents, sur le fait qu'ils arriveront à organiser leur vie au mieux. Et alors, ça coupe légèrement, mais je pense que Guylaine nous a laissé avec un très joli mot de la fin. Je tenais à remercier nos partenaires de Facebook qui nous relaient sur la page Ensemble à la maison. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter de BSF pour retrouver tous ces conseils méthodologiques. Guylaine, te revoilà. Je te laisse conclure et je t'en prie, tu nous entends ? Allô Guylaine, est-ce que tu nous entends? Alors, je crois que Guylaine ne nous entend pas. Ça y est, je suis revenue. C'est parfait, merci Guylaine. Est-ce que tu concluais sur la nécessité de se faire confiance? De la confiance et de la solidarité.
Voilà, Fantastique, merci c'était vraiment infiniment. les deux, je pense, les deux choses qui doivent nous guider dans les semaines malgré tout douloureuses que nous sommes en train de vivre, et avoir confiance dans l'avenir et dans ce que les jeunes pourront faire. Exactement. C'est sans doute dans ces moments-là que nous sommes le plus créatifs et nous continuerons à relayer tous les matins du lundi au vendredi à 10h10 justement les conseils de professionnels, les idées les plus inventives pour continuer à apprendre en cette période de confinement. Donc je vous invite à nous retrouver sur notre page Facebook Bibliothèque sans frontières, sur notre site internet bibliosansfrontières.org pour la France, bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Et je vous donne rendez-vous lundi matin à 10h10 à nouveau. Vous retrouverez le programme sur notre page Facebook. Merci énormément aussi à nos partenaires de nous relayer sur le hashtag Ensemble à la maison. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver. Merci énormément Guylaine de ta présence aujourd'hui.